Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à notre 9e émission de la série Technique picturale. Le sujet de notre entretien aujourd'hui serait forme et déformation. Pourquoi les peintres déforment? Et pourquoi Picasso met un œil au front, un autre œil au nombril? Il y a des raisons, bien entendu. Et nous allons tâcher durant notre émission à décortiquer un peu tout ça. Et pour mener à bien notre discussion, j'ai deux invités, comme d'habitude. Monsieur Robert Goujon, un artiste peintre et un ancien élève de l'Académie Wattier, et Michel Bachan, artiste peintre également et ancien élève de l'école. Notre sujet, forme et déformation. Il ne faut pas penser, j'ai donné comme exemple Picasso, il ne faut pas partir de Picasso tout en voulant que Picasso soit le premier à déformer. Les déformations se sont fait sentir depuis l'Antiquité. Les plus grandes écoles sont justement celles qui ont le plus déformé. Et les plus grands peintres sont justement ceux qui ont déformé le plus. L'exemple frappant, je l'ai cité au départ, Picasso. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait déformé plus que Picasso. Maintenant, le public accepte. Pourquoi le public marche? Parce que le public ne veut pas donner l'impression qu'il ne comprend rien. S'il dit « Ah, c'est pas bien ça, c'est déformé, ça veut rien dire, j'aime pas ça ». Au fond, il est sincère en disant ça, s'il le disait. Mais il ne veut pas paraître ignorant. Il va s'exclamer devant les déformations des grandes écoles. Et ça encourage leurs auteurs. Alors que souvent, chez les jeunes qui déforment, il y a beaucoup plus d'audace, beaucoup plus d'insuffisance que d'audace, plutôt. Combien il y a de sortes de déformations? Il y en a deux sortes. Il y en a ceux qui déforment par maladresse, parce qu'ils dessinent mal, c'est déformé. Ils ne l'ont pas voulu. Bon. Et il y en a ceux qui déforment parce que c'est un désir, une nécessité chez eux. Ils déforment volontairement parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de déformer. Ils s'expriment mieux en déformant. Je vais vous donner un tas d'exemples. Dans le premier cas, ceux qui déforment par maladresse, si cette maladresse persiste, et ils essayent, avec les conseils qu'on leur donne, quand ils viennent à l'école, on leur montre des règles, faites ci, faites ça, ils continuent quand même à déformer. Ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que c'est naturel chez eux, c'est inné chez eux. Ils deviennent des peintres, ce qu'on appelle des peintres naïfs. Mais le deuxième cas, ce sont ceux qui déforment parce qu'ils veulent déformer, ils ne peuvent pas faire autrement que ça. Mais leur déformation est géniale, par exemple. Comme, par exemple, vous allez prendre des déformations de Greco, des déformations de Cézanne. Et Douanier Rousseau a déformé en naïf. Cézanne, Greco, Rubens, Michel-Ange ont déformé en génie. Mais un naïf touche un génie. C'est les deux extrêmes. Et quand on dit, par exemple, prenez les schizophrènes, les dessins et les déformations qu'ils font, ils ne se basent sur rien. Ça sort de leur instinct. Et ils vivent dans leurs cellules. Le génie, lui, il vit comme tout le monde. Les deux sont géniaux. Donc les deux extrêmes se touchent. C'est ce que je veux dire.
Pour les déformations, les plus grandes écoles ainsi que les plus grands peintres sont justement, comme j'ai dit, ceux qui ont déformé le plus. Qui nous allons prendre comme exemple? Pour commencer, je vais vous donner comme preuve Michel-Ange. Michel-Ange, je vais vous montrer d'abord un tableau de Michel-Ange, une statue. Quand je parle de déformation, ma déformation va être aussi bien pour la sculpture que de la peinture. Vous avez ici devant vous une sculpture de Michel-Ange qui est David. Eh bien, David, nous l'avons vu une fois dans un centre d'achat. Ça a fait toute une polémique, des histoires dans les journaux, ils l'ont descendu de son piédestal. Bref, là n'est pas la question. Avez-vous déjà remarqué que chez Michel-Ange, dans ce David que je vous ai montré tantôt, il y a une main qui est plus grosse que l'autre. Ensuite, il lui a donné des fesses plus grosses qu'on donne à des fesses d'un jeune homme. Pourquoi? Ben, on dit qu'il était homosexuel, là non plus n'est pas la question. Non seulement chez Michel-Ange nous avons vu des déformations, mais revenons un peu plus tôt, chez les peintres classiques. Prenons Corot. Corot faisait des paysages. Faisait-il des déformations? Non. Il ne faisait pas des déformations quand il dessinait, quand il peignait ses arbres, le sujet qui s'y trouve, les personnages, les bateaux, tout ça, c'était bien dessiné. Mais il faisait des transformations, qui est une sorte de déformation. C'est-à-dire que Corot venait, au lieu de dessiner, il a, mettons, un terrain devant lui. Ce terrain-là, il l'éliminait et il le remplaçait par un lac. Il mettait carrément un lac. Et quand on lui demandait, mais ce lac n'existe pas, il n'est pas là. Et pourquoi vous le mettez là? Il dit, c'est pour me rafraîchir. Au fond, ce n'était pas pour se rafraîchir, on l'a compris, parce qu'il voulait avoir un rappel du ciel dans son paysage. Voyez-vous? Alors les peintres se basent sur la nature, mais ils reviennent à leur inconscient. Tous ceux qui ont déformé arrivent, sont intéressants. Ceux qui n'ont pas déformé, ben, ils passent inaperçus. Tous les peintres qui ont traduit la nature telle qu'elle est ne sont pas allés très loin. Et s'ils croient avoir été loin, c'est parce que leur entourage, le grand public qui ne peut juger, s'extasie devant leurs œuvres. Et ça leur suffit. Ça leur suffit, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une plus longue portée que ça. Ils restent dans leur domaine. Bon. Maintenant, on dit que lorsque on s'approche, l'art commence là où la ressemblance s'arrête. J'entends par ressemblance ne pas faire le portrait de quelqu'un et faire ressemblant. J'entends par ressemblance aussi quand le peintre, par exemple, la ressemblance de quelqu'un, le traduire comme une photographie. L'art commence donc quand vous cessez de faire la ressemblance du personnage. Je fais le portrait, mettons, de Robert Goujon, et si je fais son portrait à lui, je vais faire la ressemblance pour lui faire plaisir. C'est pas de l'art. Il va être content, c'est moi. Il ne veut pas être traduit autrement. Mais quand je fais son portrait, selon que je le sente moi-même, ça c'est tout à fait différent. C'est différent pourquoi? Parce que là, je dois sacrifier. Il faut faire un sacrifice là-dedans. Je change, je vais traduire et la ressemblance, mais pour traduire cette ressemblance, je vais laisser la technique de côté, je vais laisser le côté pictural de côté. Mais si je veux avoir le côté pictural, il faut que je sacrifie quelque chose.
toute chose toute enflure, à toute enflure, il y a une perte équivalente. À chaque fois que vous avez une enflure, ça prend la place d'autre chose. C'est ce qu'on appelle les lois de la compensation. Et là-dessus, personne, ni vous ni moi, n'y pouvons rien. Ou bien vous faites tel qu'est la nature devant vous, et vous êtes quelconque, ou bien vous allez reproduire la nature et vous êtes quelqu'un. D'où le sujet forme et déformation. Pour le moment, il y en a qui, comme par exemple Gréco, avant Gréco, il y avait, prenons Michel-Ange, je vous ai montré Michel-Ange. Michel-Ange aussi, là-dedans, je vais vous montrer aussi de Michel-Ange quelque chose qui est encore plus significatif. Vous allez voir que à la chapelle, les tombeaux des Médicis, il a fait 4 sculptures. Les 4 sculptures que vous avez là, ce sont le tombeau des Médicis, il a mis des sujets, l'aurore et la nuit, le jour et la nuit, l'aurore et le crépuscule, qui sont montrés là-dedans. Alors, ces déformations, pour faire ces déformations, il a fallu atteindre l'âme d'un solitaire, d'un justicier. Pourquoi? Parce qu'il vivait au milieu de gens corrompus, traîtres. Il était condamné à mort, lui. Et ce qu'il vivait, c'était seulement par grâce. Et que sa mort était prochaine. Il a vécu presque toute la fin de ses vies dans cet état-là. Alors, incapable de se plier, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas baisser la tête. Il écrivait sur le piédestal d'un de ses sculptures, il écrivait ceci. Dormir est doux, et encore plus être de pierre. Tant que dure la misère et la honte, ne rien voir, ne rien sentir est mon bonheur. Ainsi, ne m'éveille point. Ah, parle bas. Voilà le sentiment qui lui a révélé de pareilles formes, des proportions qui ne sont pas normales, régulières. Après, Michel-Ange, prenez Rubens, par exemple. Rubens, lui aussi, n'a pas subi ce qu'a subi l'autre. Mais ici, je vous montre un tableau de Rubens où il a représenté une scène qu'on appelle la kermesse. La kermesse de Renoir, c'est au Louvre, ça c'est célèbre. Ça c'est une orgie, pour ainsi dire. Vous ne verrez jamais en Flandre des gens qui ont cette carrure là-dessus. Tout vient de son imagination, c'est des créateurs. Vous avez là des brocs cassés, des tables renversées, des hurlements, des baisers, de l'orgie, tout ce que vous voulez. On dit de ce tableau que c'est le plus étonnant triomphe de la bestialité humaine qu'un pinceau de peintre ait jamais représenté. Ce tableau-là, il est au Louvre. Il y en a beaucoup qui ont essayé d'en faire une copie, ils ont buté contre. Maintenant, la déformation, elle va encore s'accentuer davantage. Elle va aller chez El Greco. Lui, il va vous combler alors. Qu'est-ce qu'on pensait de Greco? On pensait que c'est un malade. Sa vision est malade. Or, sa vision n'est pas malade du tout. Je vais vous montrer en vitesse quelques reproductions de Greco et vous verrez. Quand il était jeune, ben, si sa vision était malade, eh bien, sa vision aurait été malade dès le départ. Regardez ici, le sujet que vous avez, le Christ, les proportions de la tête, ils sont déformés, ok, mais pas tant que ça. Vous allez voir. On va aller à un autre encore, c'est toujours la même page. Regardez ici. Vous allez voir que la tête, proportionnellement à tout le corps, va devenir encore plus petite. Si on descend, encore on descend, les pieds sont beaucoup, beaucoup plus bas. Et encore ils vont plus bas. Et c'est interminable. Sa tête est à peu près 12 à 13 fois dans le corps. Or, le canon nous dit que c'est 8 fois. Bon, on va aller encore un peu plus loin. Vous allez voir que ici, la Vierge, vous voyez, regardez la tête. Si on monte un peu le tableau, on le monte, on va voir que
la tête est petite par rapport au corps. Mais allons-y encore plus loin et plus en vitesse. Regardez-moi ça. Vous avez cette déformation de la tête qui descend vers les pieds. Regardez, hein. Regardez comme c'est loin. C'est tout petit. Et pour finir, je vais vous montrer la dernière. Regardez cette déformation du côté du bas, le bas du tableau. Vous avez une petite tête qui est là. Je vais essayer de la trouver avec mon doigt ici. Et ça vient de ce côté-là. Ça descend encore plus bas, jusqu'au bout du tableau. C'est immense. C'est lui qui a fait les déformations les plus spectaculaires. Mais ne croyez pas à ce qu'on vous dit. L'enfer vaut bien le paradis. Un peu de phare, la douleur change. Les baladins valent les anges. Évidemment, quand Louis Aragon a écrit ces vers, il a pensé à qui? À Chagall. Des baladins, il fait des anges, lui. Alors, je vous montre une seule page, je vais vous montrer la déformation chez Chagall. On en a vu une de ces expositions ici à Montréal, vous avez tous vu, je suis convaincu. Et alors, regardez, ce que vous voyez dans ces deux sujets, regardez bien, vous allez voir que ces personnages, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont plus sur Terre, ils sont entre ciel et terre, ils sont partout, n'est-ce pas? Les ânes ont des anges, ils tiennent des violons, il va mettre à une main, il va mettre 7 doigts, c'est son autoportrait, il n'est pas là, mais à une de ses mains, il a mis 7 doigts. Donc, quelqu'un, comme vous voyez, les couleurs sont belles, et ça, c'est des déformations, on peut dire. Avez-vous vu la main qui est en haut, qui pointe vers le haut? C'est une main de bête, n'est-ce pas? Parce que c'est une bête. Alors que l'autre main est une main d'être humain. Et tout près de la tête, il met la jeune fille, etc., etc. Vous avez vu que ces déformations sont très picturales. Il a déformé la tête, mais on oublie le sujet. Il nous captive avec les couleurs, avec l'idée où il les transmet dans l'espace. Il nous crée un autre univers à lui, et il crée ses propres personnages, et il les fait vivre là-dedans, entre ciel et terre, sur les nuages. Voyez-vous? Il a déformé. Et justement, je vais finir par le dernier, qui est le plus caractéristique. Oui, vous allez pousser un hurlement. C'est Picasso avec son premier tableau, Les Demoiselles d'Avignon. Avez-vous vu les têtes de ces personnages? Vous connaissez ce tableau? C'est des têtes de gorilles, des têtes de singes, tout ce que vous voulez. Ça, c'est les déformations poussées alors à l'extrême. C'était un des premiers tableaux qui était aussi déformé que ça. Mais les déformations ne se trouvent pas seulement dans la nature. Vous avez aussi des déformations qui donnent une beauté extraordinaire. Par exemple, si je vous dis le regard de Vénus, Baudelaire déjà a écrit quelque chose que je vais vous lire. Ce qui n'est pas légèrement difforme a l'air insensible, d'où il suit que l'irrégularité est une partie essentielle de la beauté. L'irrégularité est une partie essentielle de la beauté. Vous pouvez faire quelque chose d'irrégulier et ça va être beau. Exemple, le regard de Vénus. Vous savez ce que c'est que le regard de Vénus? Qui peut? Pouvez-vous, un de vous deux, vous avez le micro, vous autres, pouvez-vous me dire qu'est-ce que c'est que le regard de Vénus? Ça, c'est le plus beau regard qui soit. Eh bien, c'est quand vous avez le regard où il y a les deux yeux qui louchent légèrement. Il y en a un sur peut-être 50 000, 100 000. Vous allez trouver le regard de Vénus, le plus beau regard qui soit. Ça louche. Un tout petit peu, un rien, juste pour le remarquer. Alors, ce qui rejoint ce que je viens de vous dire de Baudelaire, ce qui n'est pas légèrement difforme a l'air insensible. Donc, quand vous allez peindre, difformer, regardez. Mais
Quand je reviens toujours à ceux qui veulent faire de l'art tout à fait représentatif. Ils veulent faire représentatif. Pourquoi? Moi, je vais exposer dans ma paroisse, et puis voilà, les voisins vont venir, les copains, les tout et ça, il faut que ce soit correct. Et pour que ce soit correct, c'est l'imitation aveugle de la nature qui est belle. Et nous, notre population, le grand public est toujours pris dans cet engrenage. L'imitation. Il ne faut pas outrepasser ça. Et c'est ça le hic de tous ceux qui commandent, de tous ceux qui ne sont pas poussés un peu devant, un peu plus loin, un peu plus haut, déformés, changés. Dites-vous bien, moi je veux créer mon propre univers. Vous avez vu Chagall? Il les fait vivre entre ciel et terre. Il est immortel. Et les Bouguereau, les compagnies, on va parler ça dans notre prochaine émission. Eux qui étaient les peintres réalistes au maximum. Alors c'est ça. Là, vous voulez trouver un intérêt dans ce que vous faites, déformer, changer un peu, recréer la nature. Le peintre, comme disait l'autre, est avant tout un créateur de la beauté. C'est Oscar Wilde qui l'a dit. Un créateur de la beauté. Maintenant, il me reste encore quelques minutes, je vais vous les consacrer, et vous allez nous montrer, j'ai choisi deux, un qui fait de la déformation à outrance, l'autre qui déforme dans ses couleurs, dans sa composition, tout en respectant un peu l'ordre des choses. Je vais commencer par vous d'abord. Prenez le temps qu'il faut, vous avez 1 minute et demie à 2 minutes. Expliquez-moi ce que vous avez fait. Ben, j'essaie dans mes tableaux surtout d'exprimer une atmosphère qui sorte une espèce d'idée. Si on prend par exemple là, la demoiselle qui se promène, le tableau en vert ici, là, on a vraiment l'impression que c'est un genre de promenade au soleil l'été. Non, maintenant, donnez-nous celui qui est derrière vous, là. Derrière vous, oui, expliquez-moi ça. Ça, c'est ma fille. Je voulais lui faire plaisir en lui faisant un tableau. J'ai fait des études sur le sujet, au fusain et à l'aquarelle. Oui. Et ensuite, j'ai dû rechercher un vitrail dans diverses églises avec la photographie, de façon à mêler les deux ensemble. Alors, vous avez une ambiance, je crois, qui se prête à ce que la flûte, en fait, de musique est, là. Tout arrondi comme ça. Oui, est-ce que vous avez un rond? Qu'est-ce que c'est au milieu, là? Ça c'est le vitrail lui-même. Ah, c'est un vitrail. Oui. Oui. Ben, j'aime bien, vous Ça, avez fait des reflets, des rappels de ce verre qui est dans le vitrail. Oui, c'est d'arriver à avoir l'ambiance que produit le vitrail sur le sujet. Ça. Voyez-vous, moi, ce que je ne vous l'ai pas dit, et je le remarque maintenant, dans votre tableau, ce que j'aime surtout, c'est que votre tableau, vous ne l'avez pas terminé jusqu'au bout. Vous avez laissé, mettons, la robe de la petite fille. La robe ne finit pas avec le tableau, vous l'avez abandonné, et vous avez continué votre fond à l'arrière, qui est venu s'insérer et faire partie intégrante du sujet. C'est comme ça qu'on marie son tableau avec l'atmosphère. Ouais. Chose, vous l'avez fait, vous ne l'avez jamais remarqué. Moi, je l'ai remarqué maintenant. Ça, il faut toujours ne jamais finir votre tableau jusqu'au bout. Point par point. Laissez, comme disait l'autre, Guiton, il disait ça, écrit dans son œuvre, une œuvre doit demeurer inachevée pour être humainement valable. C'est pour cela qu'il ne faut jamais commencer son tableau par le haut. On finit ce qui devrait être, au fond, abandonné, ou presque. Mais quand on commence, on est amateur, on fait ça. On commence toujours par les coins, et puis on descend. Non. On commence par le milieu, et on étend. Travail en général. Il faut donner un côté important à la chose principale. À vous, Michel Bachand, vous êtes en plein dans la déformation et vous êtes en plein dans le sujet. Expliquez-nous ça. Peut-être que c'est mon regard qui est croche, parce que moi, je trouve pas que c'est si déformé que ça, mais enfin... De toute façon, ce n'est pas le regard de Vénus. Il semble que ça impressionne les autres. Les formes que la réalité nous propose sont juste un prétexte, finalement. S'ils nous conviennent, il n'y a pas de raison de les transformer. Mais s'ils ne nous conviennent pas, il n'y a pas de raison de les garder. Alors voilà, c'est comme ça. Puis si elles n'existent pas non plus, il n'y a qu'à les créer. Hein? C'est pas un problème, il ne faut pas s'arrêter à des petits détails comme ça.
Tout ce qui compte, finalement, c'est l'ambiance créée, c'est l'univers qu'on arrive à faire naître, et puis le rêve qu'on peut générer. Je suis un peu un dictateur avec mes couleurs et mes formes. C'est pas toujours facile d'être un dictateur efficace, un bon dictateur. Des fois, il y a des révolutions dans mes tableaux, puis c'est moi qui en subis les contre-coups. Mais enfin, peut-être un jour j'apprendrai. Les contre-coups, ça vous vient de qui? De la toile. Ben, ce n'est pas grave. Donc, au moins, il y a un dialogue entre vous et la toile, puisque vous lui parlez et il vous contredit. Donc, il y a un dialogue. Et savez-vous qu'est-ce qui importe pour un peintre? C'est de trouver des difficultés devant lui pour les surmonter. Au contraire encore, il y a des peintres, des vrais, ils vont créer des obstacles pour le seul plaisir de surmonter ces obstacles. Donc vous êtes chanceux si vous avez dans votre tableau toujours des difficultés. Donc on voit bien que là, vous avez un moyen de vous exprimer, un moyen de lutter avec votre tableau. Bon, alors là, on me fait signe qu'il me reste à peu près 30-40 secondes. Je vais d'abord vous remercier, tous les deux, d'avoir porté assistance à notre émission. Vos tableaux l'ont bien décoré, l'ont bien éclairé. Et je remercie aussi les figurants qui sont dans la salle, nombreux aujourd'hui, qui viennent assister à cette conférence. Et j'espère, messieurs, dames, qu'on va se rencontrer bientôt pour une autre émission aussi intéressante. Eh bien voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, de votre présence. À notre prochaine émission, nous allons traiter du sujet classique et académique. Soyez des nôtres. Au revoir. Au revoir, Michel. Au revoir, Robert. À la prochaine.